Et notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ça va et vous-même. Merci. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. On va parler des européennes, mais d'abord on va voir l'actualité, notamment l'actualité au Parlement et à l'Assemblée, puisque vous avez entamé hier l'examen de la loi Fin de vie, un texte modifié en commission. C'est le texte qui instaure une aide active à mourir. En commission ne figure plus le pronostic vital engagé à court et moyen terme et la possibilité d'euthanasie a été rajoutée. Est-ce que vous voterez le texte tel qu'il est sorti de commission ? Moi, je préfère qu'on reste dans l'esprit de la commission. C'est-à-dire qu'on puisse, alors que on va aborder beaucoup de sujets, que personne ne croit qu'il s'agit d'une sorte de permis de tuer facilité. C'est quand même s'il n'y a plus la formulation du pronostic vital engagé, même si vous l'avez dit, Madame Vautrin, au nom du gouvernement, souhaite qu'on revienne à la première formulation. Je pense qu'il faut avancer dans l'idée qu'il y a parfois des possibilités où même si le pronostic vital n'est pas immédiatement engagés, des gens sont dans un processus d'une maladie qui est, comment dirais-je, inéluctable, à moyen, quand même une situation où le corps scientifique, les médecins, et je suis quand même favorable à ce que cette ultime liberté existe, de quelqu'un qui fait le choix, sachant que le corps médical, renouvelé, après plusieurs consultations, qu'elle puisse éventuellement avoir cette ultime liberté. C'est un débat dans lequel, je crois, tous les groupes, il y a une forme de liberté de conscience qu'il faut respecter, parce qu'on touche là quelque chose d'extrêmement sensible, au-delà des positionnements politiques, sur le partage des richesses, l'écologie, la démocratie. Là, on est vraiment dans quelque chose qui nous renvoie au rapport qu'on veut avoir chacun avec la fin de son existence. Mais juste pour qu'on comprenne bien, Alexis Corbière, est-ce que si le gouvernement revient au texte initial, vous le voterez quand même ? Oui, je veux dire, ce texte, malgré tout, est une avancée. Maintenant, je suis porteur avec d'autres aussi d'un amendement pour qu'on puisse revenir à l'esprit de la commission. Mais on verra comment le débat évolue. Non, mais de toute façon, c'est un texte qui marque... écoutez, moi, je fais partie d'une longue tradition, si je puis dire, d'un courant de pensée, dont notamment Jean-Luc Mélenchon a été un des premiers porteurs, mais pas seulement, qui vise à ce que la loi évolue là-dessus. Je le répète, hier, je crois que c'était Monsieur Falorni, qui n'est pas dans mon groupe, mais qui a eu cette formule de dire que nous nous sommes réjouis du fait que les femmes puissent disposer librement de leur corps, et on l'a constitutionnalisé récemment. Eh bien, l'idée qu'on puisse librement disposer de sa mort, même si la formule, évidemment, est très encadrée en vérité, je trouve est une belle formule. C'est-à-dire que si vraiment le corps médical vous dit que désormais les mois, les années qui vous restent n'est que souffrance, n'est que dégradation de soi, etc., je pense c'est une liberté qu'on doit pouvoir le faire. Que les choses soient claires. Moi-même qui défends ce texte, je ne sais pas si je me l'appliquerai à moi-même. Il ne s'agit pas il s'agit seulement de que, éventuellement, cette liberté soit possible et que ça se passe de manière digne, organisée. Nous, par exemple, on va déposer l'amendement aussi que des conjoints, enfin des proches qui pourraient participer à ce processus puissent avoir un droit à une journée de congé, à des jours de congé, éventuellement, pour accompagner tout ça. Parce qu'évidemment, pour tout un environnement familial et affectif, ça peut être extrêmement difficile. Et que, après, pardon, mais on va changer de sujet. Le texte aussi, sur les 4 premiers articles, améliore les soins palliatifs, parce qu'aujourd'hui, on a eu un vrai problème sur l'accompagnement dans la douleur. Il y a des départements entiers où ça n'est quasiment pas une réalité. C'est à partir de l'article 5 que l'on parle du sujet, qui évidemment est le cœur et le plus important. Mais d'abord et avant tout, c'est offrir aussi un vrai service public respectueux des fois de déclarations qui ont été faites, du fait qu'on peut aussi avoir des soins palliatifs et un recul de la douleur. À l'Assemblée, on va assister à un débat constructif, digne, respectueux, assez consensuel. Moi, je crois que la journée d'hier est à l'image, me semble-t-il. Après, je veux dire, on peut pas empêcher des parlementaires par moment de mettre de la passion, mais je crois que sur ce sujet-là, chacun s'écoute. Moi, c'est mon cas et c'est le cas des députés insoumis. Hier, on a été intéressés. Ce sera plus difficile à terme d'arriver à un point d'accord avec le Sénat. Ça, écoutez, on est dans la maison du Sénat, on verra. Il me semble que le Sénat a un point de vue un petit peu plus opposé à ça. Pour l'instant, on va voir quel type de texte sort des débats parlementaires, comment la société perçoit ça. Je pense que toutes les études d'opinion montrent que la société est plutôt disposée à faire avancer le texte, sortir un peu... J'aime pas utiliser le mot de fantasme, mais là, il y a que ça qui me vient à la tête sur le fait que cette avancée ne signifie en aucune façon, parce que personnellement, et tout le monde s'y opposerait, à une espèce d'idée un peu pour rentabiliser dans des lieux où nous accueillons nos anciens, pour en quelque sorte les pousser vers la mort plutôt que les accompagner. C'est pas du tout ça, pas du tout. Hein. Là aussi, j'entends parfois l'argument, et puis aussi les grandes convictions spirituelles dans ce pays qui avancent et qui considèrent qu'il y aurait quelque chose qui serait une sorte de facilité à tuer. C'est pas ça, c'est une liberté.
limité, très encadré, et je crois que ça va dans le bon sens. On va parler de l'assurance chômage, puisque Gabriel Attal a dévoilé dimanche les contours de sa réforme de l'assurance chômage. Les règles d'indemnisation seront durcies. Est-ce que ce n'est pas la condition du retour au plein emploi, comme il le dit? Non. Alors vraiment, là... Cette fois-ci, autant je pense que le débat sur le débat fin de vie est un débat où il faut s'écouter. Là, je refuse, je m'oppose radicalement avec tout le monde du travail, toutes les organisations syndicales et tous les salariés doivent entendre que ce que nous dit Gabriel Attal, avec le soutien évidemment d'Emmanuel Macron et tout le gouvernement, est une régression inacceptable qui n'a aucun effet sur l'emploi. Je discutais encore hier avec des syndicalistes qui sont dans la négociation et avec Madame Vautrin. Elle-même, elle reconnaît le chiffre de 90 000 emplois créés par les réformes précédentes qui déjà sont des tours de fil sur l'assurance chômage. Elle-même revient là-dessus. Le gouvernement n'assume plus que cela crée des emplois. Ce dont on considère que cette nouvelle modification va sans doute faire sortir de tout droit 185 000 personnes supplémentaires. On est aujourd'hui dans 185 000 chômeurs qui ne vont plus avoir de droits. On est aujourd'hui dans une situation où 38% seulement des chômeurs bénéficient d'une indemnité, de l'assurance chômage. On va tomber à 30. Les Français doivent savoir, pour ceux qui peut-être suivent moins le débat, qu'en vérité, cette idée que les chômeurs sont installés dans le confort et qu'il faudrait, pardon de l'expression, un petit coup de pied aux fesses pour les faire chercher du boulot, est une vision totalement réactionnaire, idéologique et totalement fausse. On a aujourd'hui, d'ores et déjà, je viens de le dire, plus de la moitié des chômeurs qui perçoivent 0. Là, aujourd'hui, l'indemnité moyenne, elle est à 1033 € seulement, et on va avoir 45% à l'heure actuelle qui sont en train de passer sous le seuil de pauvreté. Vous auriez souhaité un débat au Parlement ? C'est le minimum, et surtout, je vois pas pour quelle raison. C'est une fois de plus, on est dans une forme là aussi sur quelque chose qui concerne tous les salariés de méthode autoritaire. Après le 49.3 sur les retraites, c'est quand même pas rien. Le fait que le Parlement n'ait même pas pu se prononcer en dernière analyse pour savoir si les Français devaient travailler 2 ans de plus. Là, on est quelque chose qui va frapper durement les plus anciens en particulier. 2 mots si vous permettez. Premièrement, tout le monde est concerné. Pour quelle raison le gouvernement fait cela en vérité? C'est que ça va créer une pression sur l'ensemble des salaires, parce que vous allez injecter sur le marché du travail toute une série de gens sans aucun droit qui vont accepter tout et n'importe quoi, y compris dans des situations de dégradation des rémunérations. Donc ça va permettre aux employeurs non pas d'avoir un mouvement dynamique éventuellement d'augmentation des salaires, mais au contraire de régression. Deuxièmement, concernant les seniors, peut-être que vous allez aborder ce point, parce que dans les nouvelles réformes, c'est en particulier les seniors, les plus de 55 ans, 57 ans. L'idée que le gouvernement, ce qui est en train d'être proposé, bonus senior ça s'appelle, puisse, en quelque sorte, l'assurance chômage puisse participer au complément de salaire, en fait, va être un effet d'aubaine, ce qui a été pointé hier par toutes les organisations syndicales sur certains employeurs et risque de créer les conditions que des gens vont se faire licencier à 55 ans et les employeurs vont rembaucher des gens à 57 ans parce qu'un tiers du salaire désormais ne sera plus pris en charge par les entreprises. Donc ça va créer l'inverse, soi-disant, que ce que le gouvernement... On a compris votre position. Le groupe Lyot a déposé un texte à l'Assemblée pour protéger le modèle de l'assurance chômage. Il sera examiné mi-juin. Vous le voterez? Plutôt oui, dans l'esprit de ce que je crois comprendre de ce qu'ils vont faire. Effectivement, il faut bloquer cette contre-réforme. Que les Français m'écoutent bien. Je ne défends pas seulement déjà un travailleur sur 2 vit le chômage en France, mais ça va peser sur tout le monde, sur vous, sur tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il y ait un recul des droits. Je veux dire, hormis des réactionnaires, quel est l'intérêt de diffuser dans la société cette idée fausse que si aujourd'hui il y a encore des emplois non pourvus, c'est parce que les chômeurs sont installés dans le luxe d'une assurance chômage trop confortable. Un mot sur la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron est revenu de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous demandez un débat au Parlement à l'issue de la mission de dialogue qu'il a installée? Je demande d'abord le retrait de ce texte. Moi, personnellement, j'étais intervenu, j'avais interpellé M. Darmanin. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce dégel du corps électoral, il faut comprendre la situation très particulière. Avant même que ça n'éclate, nous avions dit à M. Darmanin... Ce texte, il a été voté à l'Assemblée nationale, il a été voté au Sénat. Est-ce que c'est pas dédire le Parlement de demander encore le retrait de ce texte? Mais parce qu'il ne fallait pas le mettre dans le débat, il ne fallait pas provoquer une situation qui allait avoir le sort tragique. Mais là, il a été voté en termes d'identité. Oui, mais c'était une erreur et une brutalisation. Et le Rassemblement national, je ne sais plus la nature des votes au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, le RN qui a voté ce texte, j'ai vu là une fois de plus le côté girouette de l'extrême droite, après a dit il fallait pas le mettre en place. S'il ne l'avait pas voté, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Que les Français m'écoutent bien. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, on ne parle pas de l'Occitanie, moi je suis originaire du Sud ou je ne sais trop quoi, de la Franche-Comté. On parle vraiment d'un territoire très particulier. 1853, Napoléon III, nous prenons le contrôle et c'est une colonie. Il faut attendre 1957, le dégel du code de l'indigénat, pour que vraiment les Kanaks aient droit de vote, et c'est considéré par l'ONU comme un territoire à décoloniser. Donc on est dans quelque chose
de très particulier. Ce sur quoi je veux m'expliquer, c'est que moi, philosophiquement, je suis favorable à ce que tout citoyen qui habite sur un territoire puisse avoir le droit de voter. Mais là, on est sur quelque chose de plus compliqué, où actuellement, ce qui est un peu le peuple natif kanak est en situation de minorité, parce qu'il y a eu, notamment ces 40 dernières années ou ces 50 dernières années, beaucoup de gens qui sont venus s'installer, avec des gens qui se sont fait spolier leurs terres. Je veux dire, il faut attendre 1961, je crois, pour que le premier Kanak, pour qu'un Kanak ait le bac seulement. Ils ont été sous-éduqués, évidemment, enfin, peu mis devant l'éducation, les richesses naturelles leur ont été spoliées. Donc il faut faire l'inverse. Et Darmanin devrait démissionner. Hein. Je veux dire, les 7 personnes qui ont perdu la vie Vous demandez sa démission? Il y a une méthode brutale qui a échoué. Est-ce que dans ce pays peut y avoir un système de responsabilité? Vous avez des gens comme nous qui disent au ministre de l'Intérieur, ne faites pas ce dégel, ça va provoquer une situation de violence. Tout le monde vous le dit, il le fait, 7 morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut à un moment donné dire c'est ma responsabilité, je m'incline? Non, ça continue, qu'importe, alors qu'on leur avait annoncé. On va parler de la situation dans la bande de Gaza avec Stéphane. Oui, il y avait une manifestation hier, après le bombardement d'un camp de réfugiés à Rafah par l'armée israélienne, manifestation à Paris, qui a, selon la préfecture, rassemblé plus de 10 000 participants. C'est un record. Beaucoup de monde, notamment de la jeunesse. Non, alors je soutiens. J'étais au débat fin de vie qui avait lieu hier à l'Assemblée nationale. Beaucoup de mes amis étaient présents. J'ai appelé à manifester. Je pense qu'il est bon que dans ce pays, nos concitoyens, après en particulier les images qui ont été montrées depuis dimanche soir de ce bombardement ignoble, l'ONU intervient encore en direction du gouvernement israélien. Il faut le cessez-le-feu. Il faut le cessez-le-feu. Monsieur Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite est dans une spirale de violence cette punition collective infligée aux habitants de Gaza n'est en rien une réponse, qui serait justifiée par l'horreur du 7 octobre. Le 7 octobre, massacre, crime de guerre, indiscutablement, acte de terrorisme sans aucun doute. Et je demande la libération des otages. Très bien, très bien. Mais pour quelle raison 20 à 30 000, 35 000, nous dit-on, habitants de Gaza, notamment des civils, en particulier des enfants, doivent être massacrés de la sorte. C'est une spirale, j'ai envie de dire, qui met même Israël en danger, dans toute la région. Parce que cette spirale de haine et de violence ne s'arrêtera pas. Et là, on a vu encore des images... Pourquoi juste ça met Israël en danger? Parce que c'est une situation de violence qui va créer de la rancœur, une volonté, la montée des fanatismes. On pourrait s'interroger pour quelles raisons aujourd'hui, précisément même, on le sait, c'est documenté, certains gouvernements israéliens ont facilité le fait que c'est plutôt des mouvements religieux comme le Hamas qui se sont développés, contrairement au FPLP ou au Fatah, qui étaient des organisations plus nationalistes arabes ou plus laïques. Donc il ne faut pas jouer avec la montée du fanatisme, et surtout cette réponse qui est condamné par tout le monde, Cour internationale de justice, la CPI, qui a demandé à ce qu'il y ait des mesures conservatoires qui soient prises pour qu'il n'y ait pas de risque génocidaire. Qu'importe, il continue encore. Bon, voilà, ça suffit. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est ignoble, et bravo à tous ceux qui sont allés manifester. Alors, vous évoquez la demande. La demande première, c'est un cessez-le-feu immédiat. Il y a aussi la volonté de faire pression sur le gouvernement, que le président de la République reconnaisse ou appelle à reconnaître l'État d'Israël. De Palestine. J'ai compris. Non, mais j'ai compris. Non, mais vous avez, ça nous arrive tous. Alors, premièrement, moi je pense que la France, alors nous livrons du matériel, c'est pas directement des armes encore que, mais du matériel militaire. Donc moi je suis pour qu'on arrête immédiatement, qui est une manière de dire clairement qu'il faut cesser toute aide militaire avec Israël tant qu'il continue dans cette spirale, à la demande d'ailleurs de l'ONU, des différentes instances internationales. Je suis pour même, puisqu'il y a un débat européen, que nous suspendions les différents accords économiques pour faire pression de manière diplomatique et pacifique. Et enfin, pour terminer sur la reconnaissance de la Palestine. Oui, 1000 fois oui, il faut le faire immédiatement. C'est un élément diplomatique pour créer une ambiance où ce massacre doit cesser. Je rappelle que sur les 193 pays qui sont à l'ONU, il y en a 143 qui l'ont déjà reconnu. Nos amis espagnols viennent de le faire, l'Irlande, etc. Pourquoi ne le faisons-nous pas? C'est conforme, me semble-t-il, à ce que la France porte. Et je me félicite, malgré tout le désaccord que je peux avoir avec Emmanuel Macron, qu'encore hier, il réclame le cessez-le-feu. Et tous ceux qui défendent cette position sont des humanistes. C'est le cas de la France Insoumise. C'est Rima Hassan à la France Insoumise qui est candidate sur la liste LFI aux européennes, qui a appelé à manifester hier. Est-ce que cette très forte mobilisation pour la cause palestinienne peut avoir un effet positif en faveur des Insoumis le 9 juin prochain? Est-ce que vous attendez? Est-ce que ça crée une dynamique de vote? On le fait pas on le fait pas pour des raisons électoralistes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, revenons à des choses simples. Bien sûr qu'il y a une élection, bien sûr que le 9 juin,
pour ce qui est de la liste France Insoumise, tout le monde voit clairement la position que nous défendons. J'entends ce que vous dites, mais en même temps, il y a l'engagement de Rima Hassan crée aussi une forte visibilité autour des Insoumises. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment, on finisse par se dire que la cause palestinienne est le principal, voire quasiment le seul sujet qui intéresse les Insoumis dans cette il ne le faudrait pas. Hier soir, j'ai écouté sur une chaîne concurrente le grand débat qui a eu lieu. Ça, en fait. Oui, mais enfin, parfois, certains journalistes me disent on ne parle que de ça, puis je passe 50-60% de l'émission, ils ne me parlent que de ça. Moi, je suis pour parler, effectivement, qu'il faut du protectionnisme européen. On peut fixer au niveau européen aussi pas d'écart supérieur de salaire de 1 à 20 dans des entreprises telles que le porte Manon-Aubry. Je veux dire, hier soir, nos concitoyens qui ont regardé le débat sur une chaîne concurrente entre les candidats ont vu que Manon-Aubry ne passait pas son temps à parler que de ça. Elle parle de beaucoup de sujets. Maintenant, ce serait terrible que ce soit dans l'angle mort de la discussion. Et je répète que moi, je trouve par moments que ça manque de dignité, certains reproches qui nous sont faits, de dire vous parlez de ça, comme si à l'inverse, ceux qui défendaient une autre opinion que le nôtre dans ce conflit, on pourrait leur faire le même reproche que vous aussi, vous ne défendez qu'un certain point de vue. Enfin, je veux dire, pour quelle raison, quand on défend le cessez-le-feu, je vois bien, vous l'avez pas dit, mais il y a une petite musique. Oui, vous ne parlez qu'à nos concitoyens des quartiers populaires, et on voit bien des fois le type de conviction spirituelle qui est visé. Mais on pourrait retourner l'argument sur d'autres positions. C'est sans fin. Non, mais d'accord, mais on a le droit. Effectivement, ça vous est opposé pendant les débats qui opposent les candidats. Mais je veux dire, des horreurs qui sont racontées, des choses quasiment xénophobes, etc. Mais moi, j'en ai rien à fiche, comment dirais-je, de savoir les convictions, les religions des uns et des autres. Il y a un massacre humain. Bon sang, chaque personne qui voit des enfants écrasés, comme on l'a vu hier soir, doit être indigné. De la même façon que le 7 octobre, ce qui a eu lieu, est ignoble et doit être condamné. Bon sang, un peu d'humanisme. Et là, en l'occurrence, il y a une échéance électorale, mais c'est une position de principe. Cessez le feu, reconnaissance de la Palestine pour créer les conditions que tout ça s'arrête, et par ailleurs après aussi que la justice internationale se fasse entendre. Puisqu'on parle des débats entre les candidats, il y en a encore eu un hier soir entre les 8 principaux candidats, est-ce que vous regrettez que votre parti et votre tête de liste notamment tapent autant sur Raphaël Glucksmann? Mais elle tape pas autant sur Raphaël Glucksmann. Vous avez entendu ce que vous a dit Raphaël Glucksmann hier? Il a dit lâchez-moi les baskets. Oui, mais c'est en plus un mode amical qui montre aussi qu'il y a une forme de complicité il y avait un peu d'énervement entre les candidats. Lâchez-moi les baskets. Non, mais ce qui est clair, et Manon Aubry le dit clairement, nous devons faire monter le niveau de participation. Et je sais que Manon Aubry est assez convaincu là-dessus. C'est-à-dire que le problème n'est pas de chipper un électeur aux uns ou aux autres, à gauche. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, de ce que je vois, 46-47% de Français, selon les études d'opinion, mais ça m'intéresse, qui iraient voter. La dernière fois, c'était 50%. Il faut aller voter. D'accord, c'est ça la logique. Donc vous savez, ça marche pas l'idée que je te pique un électeur machin qui a déjà prévu d'aller voter. Faut s'adresser au plus grand nombre. Ce que nous faisons et faire entendre le message que le paysage politique est en train de se mettre en place, auquel participe le gouvernement, qui consiste à dire c'est un duel entre l'extrême droite ou Macron et en dehors de ça, point de visibilité. Est terrible sur le plan politique, dévastateur. Voilà. Et Manon Aubry, c'est en quelque sorte aussi la troisième voie, la possibilité de sanctionner Emmanuel Macron. Mais sur Raphaël Glucksmann, est-ce que vous en prenez trop à Raphaël Glucksmann quand vous le qualifiez de va-t-en-guerre? C'est des mots qu'on a entendus, ça, dans la bouche des Insoumis. Est-ce que ça va trop loin? Ça n'a pas été dit hier soir par Manon Aubry. Après, hier soir, moi, j'ai écouté le débat. Quand M. Glucksmann considère qu'on pourrait même utiliser des armes que nous livrerions à l'Ukraine et qu'on frappe même des positions sur le territoire russe, là, c'est une dynamique dangereuse, auquel c'est de notoriété publique que la France insoumise n'y est pas favorable. Autant nous sommes pour aider l'Ukraine. Manon Aubry l'a encore dit, par exemple, effacer la dette de l'Ukraine, c'est peu dit dans le débat, mais ça permettrait à ce que l'Ukraine ait des marges de manœuvre plus importantes, une aide matérielle qui est apportée. Ça, c'est un désaccord qui a tout à fait sa dignité. Et puis nous restons, nous, attachés à l'idée que le programme qui a permis l'élection de 151 députés à l'Assemblée nationale et qui a fait qu'au soir du premier tour des élections législatives, c'était la NUPES qui était en tête, ne soit pas volatilisée dans cette élection européenne. Elle est encore possible, cette NUPES, après le 10 juin Il faut, ça, on rentre dans autre chose, mais moi je pense que si l'extrême droite est aussi haute que ce qui est prévu, le gouvernement et la droite dans une situation d'effondrement, parce que c'est ça qui se passe tout de même, ce dont on parle, c'est que éventuellement la liste gouvernementale tourne autour de 15%. Nous avons une responsabilité, nous, le camp de la gauche, de l'écologie, de la démocratie, de créer les conditions que nous puissions envoyer un candidat au second tour et même de l'emporter. Mais quelles conditions? Parce que
que les conditions, c'est d'éviter la division. Voilà, on a raté quelque chose dans cette élection européenne. Maintenant, on va pas faire comme Perrette et le Potonnet, passer notre temps à pleurer. C'est qu'il vaut mieux se rassembler. Mais là, on est déjà est-ce que vous pouvez encore vous rassembler? On va aller droit au but, puisque vous entendez la gauche. Ils disent oui à l'union de la gauche, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ça, arrêtons avec ça. C'est pas. Je veux dire, si on veut l'union, on commence pas à dire, toi, tu viens pas, etc. Là, je veux dire, il faut se rassembler. On est dans la cuisine. Personne. On est dans des lignes qui deviennent incompatibles. C'est ce que disent certains de vos camarades de gauche. Est-ce que vous êtes là? Je ne le souhaite absolument pas qu'il y ait des lignes incompatibles. Il y a un monsieur qui avait inventé ça. C'était le vocable des gauches irréconciliables. C'est monsieur Manuel Valls. Et j'invite tout le monde à ne pas faire du Valls, parce qu'on voit ce que ça donne à l'arrivée. Monsieur Valls, je ne veux pas lui manquer de respect. Et le PS fait du Valls aujourd'hui? Mais pas du tout. Enfin, bon, écoutez... moi, je répète, mon problème, j'ai pas envie de boxer sur l'un sur l'autre, je m'en fous, je trouve ça inintéressant. Mon problème est de dire à ceux aux 7,7 millions de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de l'élection présidentielle, qui l'ont fait pas seulement sur son talent personnel, mais sur le programme, de leur dire il faut à l'occasion de cette élection européenne se mobiliser pour faire le plus gros score sur la ligne politique pour laquelle vous avez voté à l'occasion de l'élection présidentielle, c'est la liste conduite par Manon Aubry. C'est une liste, bien sûr, vous avez évoqué sur la question internationale, et Gaza dit des choses, mais qui dit des choses aussi sur le social, qui dit des choses sur l'écologie, qui dit des choses sur le rapport, comment dirais-je, démocratique qu'il faut avoir, la désobéissance avec certains traités pour que des décisions qui sont prises au niveau national ne soient pas piétinées au niveau européen, etc. Écoutez ce que Manon Aubry a à dire. Si ce message passe, des gens peuvent continuer à se mobiliser, on a encore 13 jours. Et vous savez comme moi que c'est maintenant que ça se passe. On a vu la dernière fois, je pense à nos amis écologistes qui avaient fait un bon score, la veille, le vendredi soir, le dernier sondage, M. Jadot était à 8, il termine à près de 14%. Ça peut encore arriver, donc il faut faire campagne, moi je suis engagé dans la campagne, et après une nouvelle période s'ouvre. Très rapidement, Stéphane. Et si c'est Raphaël Glucksmann qui crée la surprise le 9 juin, qui fait une bonne... qui est arrivé deuxième, par exemple, si la liste Réveiller l'Europe devenait aussi la liste Réveiller la gauche, qu'est-ce qui se passe après le 9 juin s'il termine deuxième? Déjà, ça signifiera... Il peut y avoir un rassemblement naturel de la gauche derrière lui pour 2027. Mais non, mais même lui ne le veut pas. Premièrement, je ne crois pas avoir entendu M. Glucksmann dire, il a même dit que ça se passera pas derrière lui, qu'il veut participer au débat. Donc, n'inventons pas des choses... Pas derrière lui, mais il a dit l'union de la gauche, oui, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je pense que cette formule sans un tel risque de créer les conditions qu'il y ait des gens de notre camp qui disent c'est sans toi. Si c'est à l'heure où 35%, peut-être 40% de nos concitoyens ont voté pour l'extrême droite, c'est leur choix, mais moi je suis en radical désaccord, je le dis. Si nous on commence à avoir une discussion qui consiste à dire sans toi, etc., ça n'a pas de sens. Mais là on rentre dans autre chose. Enfin pour terminer, si vous citez M. Glucksmann, mais si ça veut dire que quand même la liste, parce que c'est ce que vous dites en creux, de M. Macron se retrouve en 3e position à l'occasion de cette élection, ça veut dire quand même que c'est une sanction électorale lourde, qui veut dire que ceux qui veulent faire travailler les Français plus longtemps, ceux qui veulent remettre en cause l'assurance chômage, etc., sont défaits par les urnes. Ça veut dire que vous demanderez la dissolution? Du moins, il serait temps que ce gouvernement... Moi, j'ai pas peur avec ça. De toute façon, si le peuple... Mais vous la demanderez le 9 juin? On verra comment on appréciera les choses. Mais vous savez, on l'a déjà demandé à l'occasion du débat sur la retraite. Il faut voir les conditions. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que on est quand même dans une situation où les gouvernants prennent des raclées électorales et ils continuent les politiques encore plus dures. Merci Alexis Corbière. Merci à vous.